Il y a une partie de la France qui me détestait en disant que j'étais un escroc, et l'autre partie de la France qui m'aimait bien en disant que j'étais un escroc. J'ai fait 6 mois ferme, boum, immédiatement. On n'a même pas parlé de sursis, on n'a parlé de rien. Pourquoi est-ce que la société ne m'a pas permis, lorsque j'avais 13 ans et demi, 14 ans, de me donner les mêmes chances qu'à tout le monde? J'aurais prouvé que j'étais capable. J'aurais jamais fait délinquant. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Serge Livrozet, vous êtes écrivain. Vous avez passé une dizaine d'années en prison, oui, à la suite de cambriolages, de vols divers. Est-ce que vous pensez que l'écriture permet de s'en sortir? À certains. Il y a la porte est étroite, comme dit Gide. Il y a beaucoup de postulants, peu d'élus. Il faut un concours de circonstances assez extraordinaire, une chance, une rencontre. Alors l'écriture, bien entendu, c'est un moyen de s'en tirer, mais encore une fois, c'est un coup de chance. Ça vous a aidé? Ah, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'abord parce que c'est un moyen d'évasion, parce que j'étais en prison, un bon moyen, sans risquer de se retrouver au cachot. Et puis ensuite, parce que ça vous donne un peu de vaisselle cérébrale, c'est-à-dire la capacité de comprendre le monde dans lequel on se trouve, et pourquoi il est comme ça, et pourquoi c'est toujours la même classe sociale qui est prédestinée à se retrouver dans la galère, puisque c'est le thème de l'émission. Et s'en sortir. Et s'en sortir. Vous avez écrit beaucoup de livres, combien? Une quinzaine. Oui. Voilà, une dizaine d'années de prison. Donc pour des choses assez costauds, cambriolage. Oui, moi je faisais des coffres-forts. Je ne faisais pas dans le détail. J'avais affaire directement à monsieur le commissaire. C'était directement. Il m'a interrogé d'ailleurs une fois, pas dans le cadre d'une affaire comme ça. Alors vous aussi, vous avez eu un parcours d'exception. Alors un démarrage pas de père inconnu, oui, une enfance de galère. Moi j'en ai eu deux. Donc la prison. Oui. En prison, vous devenez écrivain, vous commencez à écrire. Pas la première fois. Pas la première fois. Après, des correspondances quand même avec, il faut le rappeler, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. Oui. Vous avez été cofondateur du journal Libération. Oui. Il y a de cela maintenant. Ça date pas d'hier. Hein, de nombreuses années. Vous vieillissez. Voilà. Et ensuite, vous avez fondé le comité d'action des prisonniers. À la même époque, un peu avec Michel Foucault. Voilà. Donc ma vie est un peu complexe, mais en fait, elle ressemble étrangement à celle des autres. On peut évoquer tout avec tristesse, je veux dire. À partir du moment où on est dans la galère, à quelques détails près, ça se ressemble étrangement. Bon, ma mère était prostituée, je l'ai jamais dit, mais enfin, bon, j'ai jamais écrit de livre là-dessus, parce que ça me paraît pas important. C'est la raison pour laquelle un être souffre ou un être est dans la galère, c'est en définitive accessoire. C'est pourquoi, en définitive, c'est toujours ceux qui sont dans la galère qui ont la tendance, pour pouvoir s'en sortir, à user de la délinquance. C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que délinquant, ex-délinquant. Parce que quand je me suis regardé dans la glace la première fois, je me suis dit, enfin, j'étais en prison, on me disait, tu es coupable. Donc j'étais obligé, devant le juge, de dire, je ne le ferai plus, monsieur le juge, effectivement, j'ai commis une faute. Mais dans ma petite tête écervelée, puisque j'ai quitté l'école à 13 ans et demi, je me disais, mais quand même, pourquoi c'est pas bien quand on a faim d'aller voler, par exemple? Alors que, je l'ai su plus tard, la Constitution nous dit que la société doit normalement assumer les besoins de chacun. Donc c'était pas du tout aussi intellectualisé qu'aujourd'hui. Et je me disais, c'est pas normal. Et j'ai commencé à gamberger, mais en définitive, peut-être que c'est moi qui ai raison, en définitive. Et j'ai pu accepter cette culpabilité que pesait sur moi le corps social. Et je me suis mis à lire. J'ai fait un peu comme Philippe l'a fait, et je crois que ça passe par là, par la culture, la compréhension. Ouais. C'est pour ça que je parlais de choix tout à l'heure. Le choix n'existe que parce qu'on comprend. La lecture, c'était en prison, Serge? En prison. C'est là, à ce moment-là, quand vous êtes arrêté, quand il y a du temps. Voilà. Et donc, quand on est en face de soi. Voilà. Et là, j'avais été délinquant, comme je l'ai dit, par réaction. Et donc, on est à l'époque en 65, et je me mets en 62, et donc, certificat d'études, je me mets à une boulimie d'un coup, ce que j'avais pas pu faire. J'ai passé le bac, j'ai passé le BEPC, le bac, j'ai devenu ingénieur en chauffage central, enfin bref, j'ai fait tout un tas de trucs, et je me suis mis à écrire des bouquins, j'ai désiré écrire, mais très mal, parce que quand je suis rentré en prison, je confondais ET, EST, enfin, j'étais lignard complet, hein. Et je suis sorti, 65, je connais ma femme, on se marie, tout, etc. Mai 68 arrive, et moi j'écrivais, je voulais changer le monde. Je me suis dit, mais je suis pas si con que ça. Pourquoi est-ce que la société ne m'a pas permis, lorsque j'avais 13 ans et demi, 14 ans, de me donner les mêmes chances qu'à tout le monde? J'aurais prouvé que j'étais capable. J'aurais jamais fait délinquant. C'est en ça que j'en ai voulu à la société, et que je lui en veux toujours. Pas, non plus pour moi maintenant, puisque je m'en suis tiré, mais pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me battre politiquement, parce que je crois que c'est la seule solution. Serge, est-ce que vous, c'est la conscience politique
qui vous a permis de vous en sortir? Ah, complètement. Complètement, parce que, si vous voulez, là, on arrive à mai 68, donc je participe à mai 68 activement, j'ai même été blessé, je suis un des premiers à envahir la Sorbonne, enfin, moi j'y crois à la Révolution, moi je veux la faire. D'ailleurs, j'y crois toujours, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois qu'on le sait. Mais je crois qu'il faut changer ce vieux monde, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'il n'y ait plus ces galères-là. Et 68 arrive, et je suis déçu par 68. Alors là, comme j'écris quand même maintenant depuis 1960, ça faisait 8 ans que j'écrivais, pour rien, pour mes fonds de tiroir, personne ne voulait, parce que vous savez, pour sortir de la plomberie, le métier que j'avais, et devenir écrivain dans une société bloquée, fermée, qui est très universitaire. Avec la marque de la prison. En plus, c'est pas évident. Et donc, je me retrouve, mai 68 passe, et moi, alors là, je décide d'aller voler pour des raisons qui sont tactiques, politiques. Je veux créer une maison d'édition où on donnera la liberté de parole à tous les individus qui ont quelque chose à dire. Voilà mon point de vue. Donc, je vais faire des coffres-forts de nouveau. Hein. Pour la maison d'édition. Pour la maison d'édition. Oui. Alors là, qui s'appelait? Alors après, j'ai créé, après ma sortie de prison, j'ai créé les lettres libres. Oui, parce que je vais tomber là. C'est pour ça que j'ai fait 10 ans de toile. J'ai fait 2 fois 5 ans. Donc là, c'était politique. Là, c'était pour créer... moi, c'était politique, pas pour la justice. Ça, on a bien compris. Mais vous, c'est un acte politique pour créer une société d'édition. Totalement. Donc j'ai pris 5 piges et je me suis retrouvé à Melun. Et à Melun, évidemment, moi, Melun, je fais partie de ceux qui, évidemment, revendiquaient politiquement. J'ai commencé à demander des congés payés pour les détenus, parce qu'on n'a pas de congés payés. Vous travaillez 20 ans en prison, vous n'avez jamais de congés payés. La sécurité sociale pour les familles, la sécurité sociale pour les certificats de travail à la sortie de prison, parce qu'on en avait besoin. Pour moi, je considère qu'on travaille en prison, il n'y a pas lieu qu'on ne soit pas considéré comme des travailleurs ordinaires. La syndicalisation, enfin bref. Donc là, je corresponds avec Foucault, avec Sartre, enfin avec des intellectuels. Alors c'est là où je disais tout à l'heure qu'il y a un glissement intéressant. Aujourd'hui, à qui on écrit? À l'abbé Pierre, à Monseigneur Gaillot, que je connais, moi je l'aime beaucoup, Jacques, je veux dire, c'est un type très sympathique, il mène des combats humanitaires très intéressants, que je ne dénigre en rien. Mais je dis que c'est pas ça qui va sauver la situation. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre réponse. Voilà, exactement. Exactement. Alors qu'il y a une réponse qui est politique, économique. Mais Serge, à partir de quel moment vous avez arrêté les délits? Puisqu'à un moment donné, c'était des délits que vous disiez, vous, politiques. Et pourquoi vous avez arrêté les délits dits politiques? Parce que vous ne pouvez pas impunément faire des coffres-forts. Même si vous le faites pour des raisons politiques, vous avez tendance à bien vivre. Parce que vous courez des risques. Il y a une compensation qui se fait. C'est-à-dire que si vous vivez difficilement, dangereusement, vous avez envie de brûler la vie par les 4 bouts. Donc sur ce pognon que vous aviez pensé mettre dans une cause, mais au fur et à mesure que ça passe, on en prend un peu plus pour soi. Ça, vous l'avez ressenti, ça vous est arrivé? Oui, complètement. À la fin... J'étais un délinquant politique, entre guillemets, qui était au départ 100% politique, 90%, 81, 70. J'allais arriver à 0 politique, à 100% délinquant. Donc quand je suis sorti, j'ai dit non, c'est pas la solution. La solution, elle est ailleurs. Elle n'est pas de s'enrichir d'abord, parce que j'ai connu l'argent facile. Et donc ça m'a toujours... J'ai toujours très vite compris, bien qu'au départ, il faut avoir eu l'argent et pas eu l'argent à la fois pour comprendre que l'argent n'est pas la solution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile pour quelqu'un qui a toujours eu de l'argent de dire... Oh ouais, l'argent, c'est pas la solution. Moi, je peux le dire parce que j'ai vécu les deux conditions. Est-ce que ça a été aussi dur que le racontait Jean tout à l'heure pour lui d'arrêter à un moment donné cet argent facile, Serge? Pour moi, non. De tenir bon, non? Pour moi, non. Franchement, non. J'ai aucun mérite. Honnêtement, non. Parce que je suis, comme Philippe, là, transporté par une idée. Alors là, je me dis, ce monde doit changer parce qu'il est injuste, parce qu'il y a des gens qui crèvent, parce que c'est impossible de continuer. Moi, je suis de ces individus bizarres. Je suis anti-raciste, je suis pour le combat des femmes, je suis pour le combat pour la liberté. Et donc, j'ai pas de mérite à m'être dit, je sacrifie les petites facilités monétaires pour continuer le combat auquel je crois. En plus, j'ai été réhabilité par un gouvernement de gauche. Peut-être pas la droite l'aurait peut-être pas fait, mais j'avais fait des choses. J'ai accueilli 50 réfugiés chiens à l'époque du coup d'État de Pinochet parce que j'avais un centre. Ouais, c'était très engagé. Là. Oui, et donc j'ai vécu des satisfactions que l'argent ne m'aurait jamais données. Alors c'est possible de sortir de la galère, de la délinquance? Oui, à condition d'avoir de bonnes raisons de le faire. Parce qu'il est là le problème, c'est qu'on est plus ou moins individualiste dans cette société. Et que la délinquance permet de s'en sortir individuellement. Donc il y a une satisfaction pour soi et puis pour son petit entourage, son petit microcosme familial. Et là, on ne s'aperçoit plus de rien. Et il faut donc une conscience très nette du caractère dérisoire de ces choses-là pour pouvoir désirer en sortir. Donc il faut à la fois la rencontre, le désir d'en s'en sortir et que ce désir soit plus fort que cette satisfaction des besoins quotidiens. Ce qui est important, c'est de donner à chacun les moyens de faire un véritable choix. Et on est dans une société qui laisse des gens dans l'incapacité intellectuelle de faire ce choix.
Ça, c'est ce qui me paraît le plus grave. Parce qu'elle les met dans une situation misérable. Et Serge, je voudrais t'arrêter parce que ça me paraît très important de redire que si on a été dans la galère, on a eu la chance quand même de pouvoir travailler. Ce qui se passe à l'heure actuelle et qui est dramatique, il faut absolument que le partage soit travaillé, redistribué. Mais ça devient urgent parce que tous ces jeunes qui sont à l'heure actuelle dans les rues, partout, qui sont proches délinquants, les banlieues qui flambent, tout ça et tout, ça va s'accélérer si on ne leur donne pas la dignité d'un être humain, c'est-à-dire d'avoir du travail, une identité professionnelle, une identité sociale, qui puisse se projeter, se construire dans un avenir. Si ça n'est pas fait, ça ira très très mal. Daniel Huège et Mona, vous vous êtes rencontrés l'une et l'autre il y a maintenant 3 ans. Daniel Huège, vous êtes célibataire, vous avez 53 ans, sans enfant. Vous êtes entré, vous, en prison à l'âge de 18 ans, 14 ans environ, à peu près, d'incarcération. En gros, oui. Vous êtes co-directrice de l'association Cœur de Femmes, qui est une association à but humanitaire. Vous êtes aussi chargée de mission auprès de Xavier Manueli, qui est lui-même secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. Et tout dernièrement, vous venez d'être chargée de mission auprès du ministère de la Justice. C'est tout un parcours. Mais incroyable. Est-ce que vous diriez de vous que vous avez un parcours exemplaire? Ah oui, je crois que j'ai un parcours exemplaire aujourd'hui au niveau de la délinquance et peut-être aussi exemplaire au niveau de l'insertion ou de la réinsertion, sachant qu'aujourd'hui ma réinsertion n'est pas tout à fait finie. Alors je le disais, Xavier Manueli a fait appel à vous maintenant il y a 1 an, oui. Exactement 1 an, en mai dernier. Oui. Vous l'aviez vous rencontré il y a quelques années lorsque vous étiez vous-même incarcéré à la prison de Fleury. Voilà, et lui était médecin-chef. Il était médecin-chef aussi. Et en fait, là déjà, cette rencontre aussi est une rencontre qui fait partie du parcours. Quand vous entendez Xavier Manueli dire que vous étiez la seule à pouvoir faire cela, ça vous fait plaisir? Vous trouvez qu'il exagère? Je crois qu'il exagère. La seule, il y a plein de gens qui peuvent faire ce que je fais. Il suffit simplement peut-être d'avoir à un moment donné le courage de vouloir dire ce qui s'est passé, de parler du passé surtout. Quel cheminement et qu'est-ce qui vous a, conduit à la prison à l'âge de 18 ans? Je crois que c'est problème d'adolescence. Alors les problèmes d'adolescence, bon, il y en a plein. Définir le mien, je ne sais pas, à 14 ans, j'ai fait la première fugue. J'allais à la recherche de quelque chose, peut-être une recherche maternelle. Je manquais, ma mère me manquait. Mais, elle était absente? Elle était absente, oui. Elle était absente de ma vie. Donc 14 ans, première fugue, et la rencontre, lors de cette première fugue, la rencontre avec une personne qui tout d'un coup me donnait l'élargissement de la vie. C'était formidable. C'était quelqu'un qui était à la fois ma mère, qui était mon amie, qui était quelqu'un qui vivait, quelqu'un qui riait, quelqu'un qui avait de l'argent, et quelqu'un qui m'a complètement séduite par tout ce qu'elle a apporté. Mais une protection aussi, une protection puisque durant tout le parcours, les premières années, je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais je ne connaissais pas exactement la profession, je ne savais pas d'où venait l'argent, et les gens que je rencontrais, je ne les connaissais pas très bien. Pourquoi? Par naïveté? Parce que vous étiez trop jeune? Je crois que quand on est jeune, et que l'on a 14, 15, 16 ans, ce que l'on a envie de voir devant soi, c'est le plaisir. Une vie facile, avec l'argent facile, sans vouloir savoir d'où ça venait. Je crois que c'est ça la première chose. Alors pourquoi vous êtes allé en prison aussi jeune? Bah écoutez, la première fois où je suis tombée, j'avais 18 ans et c'était pour des délits dans lesquels je n'avais pas complètement participé, mais c'était avec des caïds du milieu marseillais, puisque cette femme faisait partie du milieu marseillais. Et puis donc c'était participation à grand banditisme, puisque j'ai été fichée. Et ce n'est que vraiment après une garde à vue difficile que j'ai compris. Alors c'est vrai qu'après la garde à vue, je suis rentrée en maison d'arrêt à Grasse et j'ai fait 6 mois ferme, boum, immédiatement. On n'a même pas parlé de sursis, on a parlé de rien. Sans comprendre ce qui vous arrivait. Sans comprendre un peu ce qui m'est arrivé. Alors là, j'aurais pu... Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors là c'était la violence. C'était pourquoi moi, et là j'en voulais à tout le monde. Seulement j'en voulais pas aux gens qui m'avaient embarqué dans l'affaire. Eux, je les respectais. Et puis tout d'un coup, il y avait aussi cette image
Je suis devenue enfin quelqu'un. Combien d'allers-retours? Alors j'ai dit 14 ans au total d'incarcération, mais combien de... Je pense qu'il y a à peu près eu entre 10 et 12 allers-retours. 10 et 12, oui. Et à chaque fois, pourquoi? À chaque fois, alors oui, c'était des problèmes financiers, escroquerie. Donc vous voyez le rapport à l'argent. Mais que vous faisiez pour les autres? Pour les autres, c'est ça. Commande. Ah oui, c'était sur commande, hein. C'était toute une bande. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est à l'âge de 18 ans, 20 ans, hein, quand vous êtes reparti, à un moment donné, je crois que vous étiez d'ailleurs aussi protégé par la famille Guérini. Pourquoi vous étiez attiré par le milieu? Qu'est-ce qui, surtout après avoir fait de la prison? Parce que ce que j'aimerais comprendre, c'est justement le processus de récidive. J'avais rencontré parmi les gens qui m'entouraient, qui étaient des grands caïds, dont vous avez prononcé un nom, mais il y en avait d'autres. J'avais rencontré là aussi des valeurs. C'est vrai que peut-être c'est à côté de ces gens-là qu'aujourd'hui j'ai appris ce que c'était que la parole donnée, les choses, le silence. Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez aussi embarqué dans toute cette histoire parce qu'il y avait l'argent et que ça vous donnait une vie luxueuse en dehors des valeurs? Là, j'essaie de revenir un peu plus terre à terre. Oui, non, mais je pense aussi. Écoutez, j'ai eu pour mes 20 ans, j'habitais Cannes, j'avais un appartement sur la Croisette. J'ai eu comme cadeau une type. Je crois que bon, il faut pas rêver. Parce que quand je pouvais m'en sortir, c'était cassé complètement avec ce milieu, dont se retrouver dans la rue. Et c'est là aussi où il y a eu des moments, j'ai eu froid, j'ai crevé de faim et tout, mais je suis toujours revenue parce qu'il y avait toujours l'appât de l'argent. Je crois qu'il faut faire si j'ai pu m'en sortir aussi, à un moment donné, c'est parce que j'ai fait un grand pas par rapport à cette idée de l'argent et par rapport à cette idée du luxe et par rapport... De ces années d'incarcération, quel est le souvenir pour vous le plus difficile, le plus pénible? Il y en a plein. Je crois que le plus difficile pour moi, c'est le jour où justement j'ai réalisé ce qui m'arrivait. J'ai réalisé que c'était pas la vie que j'avais n'était certainement pas la mienne. Et je crois que ça a été 3 nuits sans sommeil et 3 jours sans parler, sans manger. Il y avait quelque chose qui avait fait que la cassure devait se faire. C'est-à-dire couper en n'ayant plus besoin d'eux. Donc n'ayant plus besoin d'eux, c'était sans avocat. C'était sans argent qu'elle est rentrée. C'était bien réfléchir à tout ça. Parce que j'imagine qu'auparavant, tous vos procès, vous aviez un avocat qui était payé par la pègre. Complètement. La cassure, c'était de l'accepter et de dire, mais si je casse et si je veux faire maintenant ce que moi j'ai envie de faire, il faut aussi que j'accepte que l'avocat ne sera plus là, il n'y aura plus le mandat toutes les semaines, il n'y aura plus tous ces petits plaisirs que l'on peut avoir en prison lorsque l'on a de l'argent. Qu'est-ce qui a provoqué, et est-ce qu'il y a des gens, des rencontres à ce moment-là que vous avez faites en prison qui vous ont aidé à faire ce choix? Oui, alors il y a eu la première rencontre avec une sœur qui est à Fleury-Mérogis, qui fait des formations qui s'appellent Sœur Bénédicte. C'est quelqu'un qui est extraordinaire parce que c'est une femme qui ne cherche jamais à comprendre si ce qu'elle va faire va aboutir. Et moi, elle me voyait, elle m'a vue, je crois, 5 fois lors de mes différents parcours en prison. Et chaque fois, elle me faisait travailler comme si demain j'allais retrouver un emploi, elle n'allait plus me voir. Et elle fait toujours ça, et ça c'est formidable. La deuxième rencontre, ça a été Xavier Manueli, c'est vrai. Parce que lorsque je suis rentrée, je ne devais pas le voir. Il était médecin-chef à la maison d'arrêt de Fleury. J'avais eu un petit accident. J'étais tombée, je m'étais ouvert la main. Et puis, il est venu immédiatement en disant je vais la soigner. Et là, ça a été quelqu'un qui n'a pas parlé de mon numéro d'écrou, qui n'a pas parlé de mon enfermement. Et comme c'était un samedi, peut-être c'était plus facile pour lui, pendant tout le temps qu'il m'a recousu la main, il a parlé avec moi. Donc, je ne m'étais même pas aperçue qu'il me recousait. Et on s'est vu pendant 1 mois. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il m'appelait par mon prénom, c'était très important. Parce qu'à cette époque-là, on n'appelait pas par les prénoms, on parlait le nom. Et jamais je l'ai vu une fois prendre une fiche où mon numéro pouvait être noté. En fait, j'étais tout d'un coup une patiente face à son médecin. Et on parlait de plein de choses. Et quand on s'est quitté, quand je lui ai dit au revoir, docteur, puisque le traitement était fini, il me dit j'espère qu'on va se revoir ailleurs, mais dans d'autres conditions. Puis la route a été faite. Puis je crois que bien sûr, la troisième rencontre, qui est la rencontre définitive et décisive dans ma vie, au moment où j'allais très très mal, parce que ça faisait déjà 1 an que j'étais sortie, et là j'étais prête à récidiver parce que tout se fermait, rien n'allait plus, j'avais fait des études, je pensais
en sortant que tout irait bien, c'est la rencontre avec Mona. Mona, donc je le disais, vous êtes fondatrice donc, de l'association Cœur de Femmes, une association que vous avez fondée maintenant il y a quelques années. Ça fait... Oui, j'ai commencé la rue en 91, mais ça fait en 92, elle s'est fait vraiment l'association. Alors vous dites j'ai commencé la rue, il faut dire que vous êtes scientifique de formation. Oui, c'est tout un parcours. Voilà, vous aussi. Moi aussi, c'était vraiment... Vous avez commencé la rue, comme vous dites, enfin vous êtes partie J'ai tout laissé pour m'occuper des exclus. Donc c'est vrai que quand Daniel est arrivé... Qu'est-ce que vous avez ressenti en la voyant? C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, quand j'ai commencé en 91, il existait plein d'entreprises d'insertion. Et vous savez, quand vous voyez le bilan, c'était des gens qui n'étaient pas cassés en 1000 morceaux. Comment voulez-vous que même ils fassent des stages? Ils n'ont pas une disponibilité d'esprit. Ils ne savent pas qui ils sont. Donc, ils apprennent, mais ça ne sert à rien. Ils font 2 pas et pouf, ils retombent, puisqu'ils n'ont pas traité les problèmes, enfin, tout ce qu'il y avait. Ils n'ont pas de base, de repère. Donc, Daniel est arrivé et c'est vrai que tout de suite, elle a compris ce que je voulais faire. Et en plus, elle était un petit peu ma complémentarité, parce que moi, c'est vrai que je suis je sais m'occuper des êtres, dans ce qu'ils sont, mais elle a mené tout ce côté administratif, juridique. Donc, gestion, voilà. Donc, immédiatement, ça a été une très grande force, et c'est parti encore plus fort. Il y a même une chose qui est importante et que Mona ne dit pas. C'est que lorsque je suis rentrée, lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'arrive, je ne sais pas ce que je peux faire auprès de vous, mais je suis perdue. Je lui ai parlé de mon passé, est-ce que je peux vous aider? Et à cette époque-là, c'est important, il y avait autour d'elle toute une équipe qui formait le conseil d'administration, qui formait un peu le noyau. Et dès qu'ils ont appris que je sortais de prison et que j'avais eu un passé de galère, ils m'ont complètement cassé. Et c'est vrai que dans l'association, oui, parce que forcément, parce que c'était des gens bien pensants. Donc à partir du moment où vous avez eu des problèmes, normalement ils sont là pour aider justement les gens qui sont en galère. Oui, mais justement, ils en ont autant, parce que ça veut rien dire. C'est pas parce que vous avez un diplôme, parce que vous avez un parcours. Bon, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je m'occupe de plein de filles qui ont fait de la prison, qui ont vécu des galères. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité de l'être. Donc c'est vrai que quand Daniel est arrivé, il a fallu que je lui fasse dominer sa violence, que ça a été, elle a fait le travail que font les filles à la maison. La violence, cette violence que vous aviez en vous, est-ce que vous avez vraiment l'impression aujourd'hui, au bout de 3 ans, qu'elle est canalisée, ou vous la sentez toujours présente et vous essayez de la dominer, vous vous battez d'une certaine manière avec elle, vous luttez? Elle est canalisée parce que je claque plus la porte. Et je crois que claquer la porte vient aussi du fait de la prison. Claquer la porte, quel plaisir! Quelqu'un qui n'a jamais été dans une cellule ne peut pas comprendre ce que c'est que claquer la porte. Puis je dirais, il n'y a pas que ça aussi, parce que Daniel, avec les filles, puisqu'on a beaucoup de filles qui sortent de prison, donc c'est tout son parcours ancien qu'elle revoit. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, est-ce que vous dites toujours « je m'en suis sortie » ou vous dites « je suis en train de m'en sortir » Qu'est-ce que vous dites à votre propos, Daniel? Je suis en train de m'en sortir. Je ne sais pas si je vais m'en sortir un jour, je ne peux pas dire, parce que je crois que... Ou alors il faut vraiment être très fort pour dire je m'en suis complètement sortie. La preuve, c'est que je m'en suis pas encore totalement sortie, puisque j'ai quelques difficultés à accepter les autres. Donc, Xavier Emmanuelli, qui vous a chargé de mission il y a 1 an. Vous êtes allé le trouver il y a 1 an, donc après la rencontre avec Mona, comment ça s'est fait? Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à Cœur de Femmes, c'est un moment où Mona vous l'a expliqué, j'ai pris en main toute la partie administrative et juridique. C'était un moment où on devait renouveler notre conseil d'administration et où Xavier Emmanuelli avait proposé de faire partie du conseil d'administration. Et moi, je me rappelais même pas de son nom. Et lorsque j'ai ouvert la porte du CHAPSAT de Nanterre, puisqu'il était au CHAPSAT de Nanterre, quand j'ai ouvert la porte, je suis tombée sur Xavier Emmanuelli qui immédiatement, et ça a été une parole qui, je crois, a été formidable, me dit, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on se reverrait dans un autre lieu. Et à partir de ce moment-là, disons, nous avons travaillé ensemble. Et maintenant, c'est une mission avec le ministère de la Justice. Conjointe. Pour s'occuper justement d'une autre façon peut-être de tous ces jeunes qui rentrent et qui sortent, qui sont dans les maisons d'arrêt, sur lesquels toute la procédure de préparation à la sortie n'a pas été encore faite, et
que la plupart du temps, ces jeunes, on rencontre dans les rues ou on rencontre dans les festivals, etc. Voilà l'émission. Daniel, est-ce que c'est gratifiant? Est-ce que ça revalorise d'une part de travailler à l'association et d'autre part d'être chargé de mission? C'est surtout ce message d'espoir pour tous ceux qui sont dans les murs ou qui sont en train de passer des moments très difficiles. Il faut persévérer. Il ne faut pas, parce qu'on a été détenu ou parce qu'on a eu des problèmes, il faut peut-être aussi en parler beaucoup plus, parce que peut-être que si j'en avais parlé beaucoup plus, il y aurait eu d'autres mains qui s'en seraient tendues. Il faut surtout pas hésiter d'en parler. Et puis je crois que, d'une façon ou d'une autre, on peut à un moment donné s'en sortir. Quel est le moment dans votre vie, quel est le moment dont vous avez été le plus fier, le moment où vous vous êtes dit, j'ai atteint mon but, et à l'inverse, quand avez-vous pensé être fini, ne plus faire surface? Bernard Tapie, donc je présentais comme le roi des rebondissements, des succès retentissants et des échecs tout autant. À vous. J'ai jamais vécu de moment tragique. Au point que parce que Dieu m'a parce que le seul élément qui peut vraiment vous anéantir au point de ne plus y croire, c'est la santé. Et pour l'instant, je vous jure, j'ai été épargné. Non, mais on voit le tempérament de battant que vous avez, puisque vous avez en fait balayé tous les mauvais souvenirs. Parce que moi, j'ai gardé en mémoire, à un moment donné, vous avez dit, je me suis sentie, quand vous avez démissionné de votre poste de ministre, que les ennuis ont commencé, il y avait un titre de journal, Tapie est mort, et que vous l'aviez ressenti douloureusement. J'ai failli me suicider ce jour-là. Ah ben voilà. Donc, mais je peux vous raconter tout. Mes déconvenus, mes mauvais moments, mais je vous assure que ce n'est pas un numéro, je ne les mémorise pas. Mais il n'y a pas un souvenir plus qu'un autre. Non, vraiment pas. Bah, c'est formidable, c'est pour ça que vous rebondissez en permanence. Je ne dis pas que je ne les ai pas vécus, mais ça ne m'a pas marqué ma vie en tout cas. Dont acte. Jacques Dupuy-Dobie, qui est d'abord PDG d'une société portuaire internationale, beaucoup d'ennuis, à un moment donné, on y reviendra en France, et ensuite vous reconstruisez, ce qui est le cas aujourd'hui, un empire en Espagne, un véritable empire. Si vous voulez, moi j'ai deux images qui dans ma vie m'ont marqué. Ce sont des histoires de portes. La première histoire de porte, c'est quand je suis rentré à Bois d'Arcy, mais moi je ne m'y attendais pas, monsieur le ministre. Et que vous l'appelez monsieur le ministre? Bien sûr, c'est le respect des institutions. Ça ne lui a pas son titre. Quand j'ai entendu les portes se fermer derrière moi, clac, j'ai su ce jour-là que j'étais socialement mort. J'ai su qu'une page de ma vie s'était tournée et que j'entrais dans une autre vie. Et au bout de 45 jours, c'est encore une histoire de porte. Lorsque je suis sorti de Bois d'Arcy, c'était vers 21h, il y a un grand parking devant Bois d'Arcy. Et sur ce parking, il y avait simplement une voiture, et ma femme qui était là, qui attendait devant la voiture. Dans son bras gauche, elle tenait notre fille, qui avait à l'époque 3 mois, et dans son bras droit, elle avait une boîte de cigares qu'elle me tendait. Je peux vous dire que ce sont deux images de portes dont je me souviendrai toute ma vie. Alors Bernard Tapie, quand on vous appelle monsieur le ministre, est-ce que d'abord... Je suis très gratifié de ça. Oui. C'est une période de ma vie que je crois avoir méritée. Beaucoup vous appellent comme ça? Beaucoup plus que vous ne le pensez. Ah, mais non, mais moi, et souvent, non, mais comme je dis que vous ne le pensez, pas vous, c'est qu'on le pense. Voilà, merci. Et jamais pour se moquer de moi. Ah ben ça, j'imagine, non, mais bien sûr. Il pourrait y avoir des allusions comme ça. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas volé, on ne me l'a pas donné non plus. Tout à fait. Et je n'ai pas laissé de cette période de ma vie de choses qui soient de nature à être critiquées. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais... C'est que je n'ai pas été critiqué sur cette période de ma vie-là. Autrement dit, même dans mes moments les plus difficiles, où j'ai eu des rendez-vous avec la justice, ça n'a pas été le fait de mon action en tant que ministre. Mais on ne peut pas d'un côté ne pas mémoriser ces éléments-là pour en faire des moments de satisfaction intense et être autre chose que simplement flatté et fier de ce qu'on a fait quand on nous rappelle les bonnes choses qu'on a faites. Même de rêver d'être président de la République, quand on est enfant, souvent, on veut devenir... Non, mais souvent, on veut devenir président de la République. Vous avez dû y penser. Je crois qu'il y a quelques-uns en ce moment, mais on l'a... Est-ce que vous y avez pensé à un moment donné? Jamais. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai? Non, sérieusement. Non, ça je sais. Attends, ils ont fait la couverture. Le jour où ils ont fait ça, d'ailleurs, ça a été le début de mes emmerdes. Je crois pas. Je crois que vous y avez rêvé. Franchement.
C'est pour ça que je vous vois d'un seul coup quand tu me dis ça. Vous tutoyez ou non, non, jamais. Non, on se tutoie, mais il n'y a pas de raison de se voir. Je crois que il y a des jours où tu y as pensé, c'est normal, et ça n'a rien de... Non, mais attends, j'en aurais pas honte, et je pense que ceux qui me connaissent savent que s'il y en a un qui assume ses envies et qui n'a pas peur de les... Franchement, ce serait moi, je le dirais de la même manière. En politique, il y a les figures libres et les figures imposées. Moi, je pouvais gagner tout ce qui était figure libre. Mais dans le cadre des figures imposées, j'avais pas le cursus, je me préparais pas à ça. Par conséquent, non, j'ai jamais rêvé de ça. Par contre, j'avais pas non plus rêvé d'être ministre. Franchement pas. Donc, tout peut venir. Alors, à 61 ans, quand même, peu de personnes ont occupé autant de fonctions, ont fait autant de métiers que vous. Mais en quelques mots, quand même, vendeur, homme d'affaires, patron de l'OM, ministre, animateur de télévision, acteur et maintenant comédien. C'est quand même c'est une panoplie absolument gigantesque. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel en vous? Mais je pense franchement que tout le monde a un énorme potentiel. C'est pas le potentiel qui est en cause quand les gens font rien. C'est d'abord souvent les circonstances de la vie qui sont pas favorables, parce que pour exprimer toutes ces activités-là, il faut avoir eu un grand nombre de circonstances qui étaient favorables. Ça s'appelle la chance, tout simplement. Deuxièmement, il faut avoir beaucoup de culot. Et le troisième point, il faut avoir eu envie très tôt d'être habitué à se battre. Moi, à 14 ans, j'étais charbonnier tous les étés. Et quand arrivait la rentrée scolaire, mes copains faisaient la gueule, moi j'étais heureux, parce que c'était la fin des sacs de charbon que je manipulais pendant les 3 mois des vacances scolaires. Et donc, vous pensez que c'est ce qui vous a donné c'est bien sûr que c'est ça. C'est ce qui vous donne les armes pour vous battre un peu, pour avoir de l'énergie, pour savoir que rien n'est facile, très tôt. En plus de 25 ans, hein, on a commencé à entendre parler de vous à la fin des années, au milieu des années 70. Bien. Je ne sais pas. Oui, 77, enfin bon, voilà. Enfin, depuis 25 ans, avec les hauts et les bas, quand même, Bernard Tapie, d'une carrière en dents de scie, vous avez toujours occupé, et moi, c'est ce qui... Attendez, je voudrais rectifier quelque chose. Et chaque fois qu'il y avait une victoire, elle était toujours, et vous regarderez, elle a toujours été... amoindri, ou en tout cas terni par le doute sur la manière dont cette victoire est arrivée. Oh, pas dans les années 80, parce que... Alors, pareil, attendez, mais moi j'ai regardé les couvertures... Mais non, mais au début des années 80, vous avez... Si je puis me permettre, je demande le droit de parler, Bernard Tapie. Non, mais vous avez incarné la réussite, l'autodidacte qui s'en sort. Et dans les années 90, une image ternie, c'était l'argent facile, la corruption, etc. La vérité sur Tapie dans Le Point, enquête de l'Express, le Nouvel Observateur qui prédit... Pas vrai. Les institutions... Ah, parce qu'il y avait déjà le rachat de petites sociétés. Il n'y avait que ça, il y a une partie de la France qui me détestait en disant que j'étais un escroc, et l'autre partie de la France qui m'aimait bien en disant que j'étais un escroc. En gros. C'est vrai, mais pour... Il n'y avait qu'un point commun, c'était que j'étais un escroc. Mais ça n'arrivait quand même pas à me faire détester par tout le monde. Mais pour autant, ma question, j'y reviens. Donc, je dis, vous avez pendant plus de 25 ans occupé la scène. Que l'on parle de vous en bien ou en mal, vous avez toujours occupé les médias. Est-ce que vous le faites exprès? Est-ce qu'à un moment donné, vous en avez ras-le-bol? Bon, j'ai refusé dans la semaine dernière 4 émissions majeures à des prime time. Bon, c'est pour vous dire quoi? Non, mais de manière générale, on parle de vous tout le temps. Non, mais je suis comme un produit d'hypermarché, c'est-à-dire je suis en présence dans les têtes de gondole. Et oui, les têtes de gondole, quand elles marchent, eh ben, on a envie de les avoir tout le temps dans le rayonnage. Une autocritique, Bernard Tapie, quand même, vous dites bien à un moment donné, je suis pas qu'un mec génial, j'ai dû faire 2-3 trucs. Mon autocritique, non, mais je regrette d'avoir fait certaines choses. Mais non, c'est pas ça que je regrette d'être certains trucs, pas d'avoir fait certaines choses. Mais peut-être d'avoir exposé trop à un moment donné, d'avoir flambé trop. Attendez, je vous donne 2 exemples. Mon bateau, par exemple. Mon bateau, jamais, tant que je l'ai eu, personne n'a eu le droit de le voir ni de le visiter. Il n'y a jamais eu une caméra ni un appareil photo. Mon hôtel particulier qui a été tant décrit, jamais vous l'avez vu non plus, personne n'a eu le droit d'y rentrer. Vous dites que vous avez peut-être à un moment donné... C'est pas ça que j'ai fait. Voilà. Je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai été provocateur dans la limite où c'est pas un pays, contrairement à ce que l'on croit. Souvent, vous dites, en France, on n'aime pas le succès. C'est pas vrai. C'est pas le succès qu'on n'aime pas. C'est l'exposition du bonheur. Il ne faut pas paraître heureux.
Et le vrai dicton populaire, pour vivre heureux, il faut vivre caché. C'est pas cacher ses performances, on vous les tolère. Vous avez des gens comme Pinault, Arnaud, qui réussissent des choses fabuleuses, mais qui donnent pas d'eux l'image de mec heureux. Moi, à un moment donné, c'était too much, c'était insupportable. Il est président de l'OM, il est ministre, il a acheté Adidas, il a un bateau, il pilote son avion. Et il voudrait pas qu'on l'aime en plus, non? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais attendez, là, non, sans être démago, là, c'est... Non, mais c'est ça. Non, Bernard Tapie, je suis d'accord, mais là, c'est un peu facile. Parce que moi, je vous ai entendu dire à un moment donné, en plus, quand même. Vous a fait gagner des Américains sur le Tour de France. Je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes remonté à bloc. Mais pour autant, je vous ai entendu dire non, ça sera à refaire. Je pense que j'aurai quand même une réussite moins éclatante. À un moment donné, je pense quand même qu'on pète les plombs, qu'on ne sait plus. Pas du tout. Ah non, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est les raisons de l'échec. C'est que, numéro un, autour de vous, l'esprit critique s'émousse beaucoup. Et non pas parce que ce sont des gens qui vous lèchent les pieds, c'est parce que vous leur avez donné trop souvent l'habitude d'avoir raison. Et donc, dans un conflit, quand il n'y a pas l'accord, ils amenuisent leur esprit critique en disant bon, s'il le dit, c'est sûrement vrai. Or, c'est pas vrai. Bon. Et deuxièmement, on croit qu'il ne peut plus rien vous arriver. C'est ça, à tout on est point dans de vue. l'impunité. Et y compris, alors là, je l'avoue très humblement, mais c'est ça qui est important, vous disiez. Le fait de ne pas croire que l'échec est possible. Mais on n'entend plus personne. Vous avez vu la gestion de certains éléments. Tout le monde a vu ces dernières années. Moi, tel homme politique gérait mal un truc, tel autre. On est tellement lucide quand il s'agit des problèmes des autres. Je voudrais juste dire quelque chose. On a vu pendant 2 jours, les journaux télévisés ont ouvert pendant 2 jours sur des camions qui rentraient chez moi, qui déménageaient mes meubles, mes lustres et qui les emmenaient. On l'a vu, tout le monde s'en souvient. Au moment où vous avez été donc, mis en liquidation. Depuis, et vous la justice est passée, hein, oui. Le Crédit Lyonnais a été condamné à ne rendre les meubles. Il a été prouvé par la justice qu'il n'y avait aucun droit dessus. Ils ont fait appel, ils ont perdu en appel. Ils sont allés en cassation, ils ont perdu en cassation. Jamais il y a eu une ligne, alors encore moins la télévision, il n'y a même jamais eu une ligne pour l'indiquer. On a indiqué que j'avais fait des faux tableaux. On a indiqué que j'avais déménagé mes meubles dans la nuit. Vous avez vu ça. J'ai eu un non-lieu là-dessus. Ça n'a jamais été indiqué. Donc, ils ont une telle faculté de manipuler l'image que faisons attention, avant de juger les gens qu'on ne connaît pas, à ne pas être un peu manipulés à notre tour. Est-ce que quand on joue les médias comme ça, quand justement on instrumentalise les médias, forcément, parce qu'on en fait le vecteur de sa réussite, de ses affaires, de son image, est-ce qu'on n'est pas condamné à être tué par les médias à la fin? Je vais prendre un risque. Est-ce qu'il n'y a pas une dialectique qui fait qu'on est condamné? Je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui êtes demandeur. C'est pas une raison. Renversez pas la preuve. Mais si vous ne pouvez pas résister quand M. Jean-François Kahn, à peine un chef d'entreprise, et qui lui dit je vous envoie M. Safran pour faire une biographie de 4 pages. Si vous dites non, vous faites quoi? Vous la faites quand même. C'est vous qui avez l'initiative du choix, pas nous, jamais. Je voudrais juste dire quelque chose. Dans le système médiatique, c'est très bien que ça ne se passe pas comme ça. Jean-François Kahn, je voudrais juste dire quand même quelque chose. Là où vous avez raison, c'est que quand on joue au feu, quand on joue avec les médias, on joue au feu, on se brûle, on risque d'être tué. Pour autant, c'est vrai, et là ce n'est pas Bernard Tapie qui le dit, n'importe quel anonyme qui se trouve condamné le dit souvent. En général, il a une condamnation, il est placardisé dans un journal, il a un non-lieu, il ressort, etc. Il a été lynché, c'est évident qu'il a été lynché. Je suis tout à fait conscient. Non, mais même pour les anonymes, il y a juste une ligne dans les journaux, tout le monde s'en plaint. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est toujours le scandale qui prime finalement sur un moment donné l'erreur? C'est la fameuse histoire des trains qui arrivent là. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui est mis en cause par la justice ou qu'on soupçonne, c'est une information plus forte que le fait que 3 ans après, parce que ça se passe 3 ans, 4 ans après, on n'en parle plus, on ne sait plus de quoi il s'agit, il faudrait rappeler l'histoire. Parce que ça n'intéresse plus personne. Voilà, c'est tout à fait dommageable, c'est même scandaleux, mais oui, c'est un fait. Oui, mais à un moment donné, s'il est arrivé tout ça, c'est que, à force de racheter différentes entreprises, vous disiez, je vais les sauver. À l'époque, vous avez animé même une émission qui s'appelait Ambition. Mais je suis très content, il y a plus de 100 000 mômes qui ont fait leur boîte depuis grâce à ça. C'est vrai, mais pour d'autres, c'est ce que disait Guy Bedos, qui par ailleurs vous trouve époustouflant, mais il dit quand même, à un moment donné, il a fait beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'était pour votre propre profit. Est-ce que c'est pas ça qu'on vous a... Mais non, ça c'est un prétexte, sauf pour les gens concernés qui, eux, avaient de bonnes raisons de considérer que j'étais une ordure. Car quand vous prenez une entreprise comme Adidas, 12 000 personnes, perdez 1 milliard par an, vous devez les réduire à 6 000.
pour arriver à être concurrentiel. Mais je peux vous dire que les 6000 qui se retrouvent sur le pavé, même si vous leur expliquez en long, en large, en travers, que c'est pour sauver la boîte, même si vous faites les plans sociaux, tout ce que vous voulez, ils vous prennent pour un salopard qui leur a coûté leur emploi. Même si, évidemment, je ne les connaissais pas à titre personnel. C'est les seuls qui ont le droit de dire c'est un salopard, parce que j'avais un boulot, j'étais à tel endroit en Alsace et j'ai perdu mon boulot. Sauf que, bon, pour en sauver 10 000, il fallait... Parfois, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, là, il faut que ça s'arrête, je voudrais que ça s'arrête, c'est trop. Est-ce que vous l'avez pensé? J'avais pas le sentiment j'avais pas le sentiment d'être en dehors des clous. Voilà ce que je veux dire. Et vous savez, dans les rebonds, tout à l'heure, vous avez parlé de la prison. Moi, j'ai fait 8 mois. Et alors, j'ai vraiment vu quelque chose d'absolument net. Et si un jour, vous voulez bien analyser ça, vous allez voir. Le juge qui vous tue, qui vous met du remords, qui vous empêche de rebondir, qui vous fait devenir une épave, c'est votre conscience. C'est lui qui vous tue. Parce que si vous pouvez porter beau, si vous êtes vraiment une fripouille, si vous avez vraiment fait des choses graves, vous pouvez faire le malin, passer à travers les mailles, vous ne vous remettez pas de votre propre jugement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un regard sur moi qui était le bon. C'est-à-dire, t'es pas un mec extraordinaire, mais t'es pas un voyou, t'as jamais été un escroc, t'as pas l'âme d'un escroc, je suis un mec généreux avec les gens, et les gens qui me connaissent me le rendent. Et si vraiment votre conscience est tranquille, on n'est pas tous des saints, mais vous n'avez pas fait vraiment des trucs dégueulasses, que vous n'êtes pas conduit comme une ordure, vous rebondissez, ne serait-ce que parce que le sentiment d'injustice est le plus grand producteur d'énergie. Oui, les gens qui rebondissent en général sont des gens profondément optimistes et qui savent tirer des épreuves toutes les leçons et la substantifique moelle. Est-ce que dans le fond vous dites c'est peut-être une chance ce qui m'est arrivé d'être allé en prison? J'ai pas l'impression. C'est la bonne question. J'ai pas l'impression que ce soit une chance, mais ça m'a pas... Est-ce que vous avez fait le point? Est-ce que c'est un moment pour faire le point? Mais non, tout cela, sa cellule, j'aurais jamais dû, et je suis malheureux, j'ai pas fait. Mais je suis bien pas du tout. Quand vous êtes en prison, je parle sous le contrôle d'un collègue, mais qui n'a pas été là. M. Tapi n'a rien à voir l'un avec l'autre. Quand il était en prison, vous avez été condamné, vous avez effectué une peine. Pas vous? Non, il a eu un non-lieu. Il a eu un non-lieu. Pas du tout. Moi, j'ai eu un non-lieu. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Rien à voir. Oui, il a eu un non-lieu. Vous avez raison de tout prendre à la rigolade. Vous avez de la chance. Vous êtes un amuseur public depuis des années. Ah, vous n'appelez plus monsieur le ministre maintenant. Non, parce que là, je crois quand même qu'il y a, si vous voulez, des choses qui viennent d'être dites et qui dépassent quand même un peu les bornes. Alors, dites quoi un peu? Je réponds à Mireille Dumas. Vous nous parlez des médias. Les médias, ils vous ont tapé sur la gueule somptueusement lorsque vous avez été condamné. Parce que vous avez été condamné. Monsieur Tapi, les médias, c'est eux qui vous ont fait. Mais enfin. Mais c'est eux qui vous ont fait. Les médias vous ont fait. Mais enfin. Eh bien, un jour après, ils vous ont défait. Mais bien sûr, c'est eux qui ont permis à Hinault de gagner le Tour de France. Quand vous nous parlez ensuite de la prison, en disant que ça vous a rien appris, qu'on pense pas dans sa petite cellule, etc. Non. Je trouve votre réaction d'une extrême légèreté et je la trouve insultante pour un certain nombre de... Mais je suis désolé, monsieur le ministre. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir mon avis. Ah, mais j'ai pas du tout votre avis, je vous ai écouté en silence pendant 1 heure. Cette période de 47 jours, elle a changé votre vie? Moi, contrairement à monsieur Tapi, je la trouve extrêmement bénéfique. Voilà. Alors, vous dites, et je pose la question donc à Gérard Poitier et Jean-François Kahn, vous dites d'abord, Bernard Tapie est une construction des médias, ils vous ont fait, c'est normal qu'ils vous défassent. Vous pensez ça aussi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais vous le pensez. C'est normal. Oui, non, vous le pensez aussi. J'ai pas dit que c'était normal. C'est logique. Que les médias ont tendance à lyncher ce qu'ils ont contribué. Non, mais est-ce que vous pensez que ce sont les construction est-ce que ce sont les médias qui ont fabriqué? Ils ont construit et fabriqué. Mon palmarès personnel, il n'a rien à voir avec la manière dont vous les avez racontés. Que vous soyez le relais, c'est exactement comme si demain vous dites Zidane, c'est une construction médiatique. Zidane, vous ne le construisez pas, il est le meilleur footballeur du monde et vous lui donnez écho. Mais c'est pas la construction de Jean-François Kahn qui a fait gagner Marseille en Coupe d'Europe ou Hinault au Tour de France. Ça correspond. Il a dit, la vérité, c'est qu'ils utilisent, c'est vrai de Tapi, c'est vrai de tous les vedettes. Voilà. Et plus lui, pour la raison que vous avez dit, parce qu'il n'y a pas, je ne connais pas au monde depuis très longtemps quelqu'un qui a eu l'aventure, l'histoire, les rebonds qu'il a eu. C'est un cas pour votre émission, il n'y a pas d'autre cas que lui. C'est l'exemple type. Il n'y en a qu'un. Et donc, évidemment, les médias se sont précipités là-dessus, il faut le dire.
l'ont utilisé pour faire de l'écoute, etc. Et en même temps, ils s'en voulaient. Et donc, parce qu'ils se s'en voulaient de l'avoir utilisé comme ça, finalement, ils se sont punis en le punissant. Je crois qu'il y a un truc absolument pervers. En le punissant. Non, ils se sont lavés de leur culpabilité. Il y a une réalité, c'est qu'il y a eu une époque. Les années 80 étaient une année où il fallait montrer qu'on pouvait redécouvrir les créateurs, les entrepreneurs. Donc on avait besoin d'un héros. Il se trouve qu'il y a eu un personnage qui est arrivé là. Si ça n'avait pas été lui, il y en aurait eu un autre peut-être qui serait apparu. Mais il est arrivé et puis il a été pris par la vague qui montait. Alors moi je voudrais revenir à ce moment de la prison où vous dites finalement je n'ai rien appris. J'imagine que vous en êtes sorti différent quand même, Bernard. J'ai fait un livre de 1200 pages réduit en 300 pages. Je vous raconte que je pleure écroulé dans le camion le premier soir. Ça va. Ça, c'est une réaction sur le moment. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai passé comme des vacances. Je n'en suis pas sorti différent. Voilà, permettez-moi de vous dire ça. Vous n'en êtes pas sorti différent. Pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand vous pensez comme ça vous traverse l'esprit au suicide, c'est dans votre livre que vous en parlez. C'est bien avant ça. Oui, mais vous y repensez une fois en prison, très très rapidement. Qu'est-ce qui fait que justement dans ces moments-là, ça dépasse le cadre, à mon avis, enfin je crois. Je crois que ça dépasse le cadre de la gestion personnelle de son destin, de la même manière que le scorpion se tue quand il sent qu'il est prisonnier. Au bout d'un moment, ça arrive pour certains au bout d'une semaine, d'autres au bout de 2-3 mois, mais il y a un moment où physiquement, vous ne supportez plus l'enfermement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de détresse totale. Et donc la lutte, c'est entre la survie qui vous donne envie, parce que les avocats, parce qu'au parloir, parce que les courriers vous raccrochez, et l'envie d'en finir, parce qu'on ne supporte plus de ne pas être capable de gérer son destin pour la moindre des choses. Aller prendre une douche, ou faire... Autrement dit, vous savez que vous n'êtes plus rien d'autre que l'incarnation de la volonté des autres, mais plus votre volonté. Vous avez échappé à votre contrôle et à votre autocontrôle. Et donc là, moi, c'est le moment où j'ai le plus souffert. Quand vous êtes sorti de prison, vous étiez animé par quoi en sortant? Envie de courir, de faire du vélo, des choses simples. Mais vous vous êtes dit, je vais revenir, je vais prouver. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? L'essentiel n'est pas là. Quand vous sortez de prison, l'essentiel, c'est de retrouver le goût d'aller pisser contre un arbre, de prendre un vélo et de faire 1 heure dans les bois. Moi, je suis revenu avec mon petit-fils, qui avait 10 ans, et on a fait d'une traite à Aix-Paris en voiture. Ça a été un voyage, le plus beau voyage de ma vie. Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a un moment où on fait le complexe du comte de Monte Cristo? C'est-à-dire que tout à coup, au bout de quelques temps, on dit bon, alors maintenant, je vais prendre ma revanche, je vais les avoir, je vais me venger, je vais leur remontrer que, etc. Est-ce qu'il y a un moment? Non, regardez mon livre, vous verrez jamais ça. À un moment donné, Claude Lelouch et Philippe Hersen vous tendent la main pour devenir acteur, comédien, et vous y allez avec le doute, ou c'est là où je vais en arriver, parce que j'ai le sentiment que vous partez, c'est ça qui est absolument, qui fascine tout le monde, vous partez dans les aventures, sans doute, en vous disant, j'y vais, et quel est justement ce culot, cette force qui vous... Ensuite, j'ai pas le choix, puisqu'au moment où il me propose ça, j'ai plus le droit de faire d'affaires, j'ai plus le droit de voter, plus de football, plus d'affaires, plus de politique, plus rien. Et puis je vis de quoi? Il faut que je vive. Et donc comme j'ai pas de cagnotte et que malgré les investigations nombreuses et longues, ils n'en ont pas trouvé parce qu'il n'y en avait pas, donc il faut que je vive. Et comme j'ai plus le droit de faire aucun des métiers qui jusqu'à présent m'a nourri, la vérité c'est que quand on me propose de faire du théâtre, je sais pas si je vais être capable ou pas de le faire, mais ce que je sais c'est que c'est un moyen que je vais avoir de survivre. Et il se fait que j'y prends du plaisir et que apparemment mon producteur en est heureux. Et ça fait un carton. Là, en ce moment, ça marche très fort avec Un beau salaud. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est là encore, je dis, vous êtes quand même gonflé. Vous interprétez une pièce qui s'appelle Un beau salaud. Il faut quand même le porter déjà. Il est en plus. Bien sûr, puisqu'il trahit toutes les femmes, il est assez démago et tout. Et vous assurez ça avec... au contraire, vous en jouez même. Oui, puisque je suis le contraire de ça dans la vie. Parce qu'ils ne sont pas concernés, donc il peut jouer. Ça, c'est absolument de la... Alors là, ça, excuse-moi, ça, c'est de la blague totale. Là, tu racontes des blagues. C'est pas ça, le calcul que tu fais. Et t'as raison, là, c'est tu dis, puisque j'ai une image de salaud, puisque, comme tu l'as dit, pour les gens qui m'aiment, je suis un salaud, et pour les gens qui m'aiment pas, je suis un salaud, autant en profiter, puisque j'ai des problèmes, etc. Et naturellement, je vais en faire un rôle, je vais rendre crédible le rôle, c'est pas lui qui et je vais quand même, comme ça, le retourner en ma faveur. Attends,
c'est évident que c'est ça que t'as... D'abord, c'est pas un salaud, c'est un beau salaud. Et tu sais pas à quel point tu as raison, puisque les monologues, je les ai réécrits en me rajoutant sur le personnage tous les défauts que certains me prêtent et qui me font me jubiler. Et j'en jouis. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Sur le plan de mon comportement marital, je suis le contraire de ça. Et au moins, tu peux au moins me rendre cette grâce, c'est ou c'est vrai, ou vous avez jamais trouvé le contraire. Bon, donc, je dis, je le joue parce que je ne le suis pas. J'ai un autre exemple. J'avais une journaliste à l'événement du Génie qu'il connaît, il la déteste, mais une très bonne journaliste, Jeanne Villeneuve, qui a fait le premier livre sur lui, très violent, plutôt hostile, très violent. Or, elle n'avait rien a priori contre lui, etc. Mais elle a été amenée à faire un livre très violent parce que elle le ressentait, elle avait l'impression qu'il irradiait un machisme bestial. Voilà. En fait, je te jure, elle le ressentait. Et au fond, c'est ça qui l'a conduit. Mais c'est vrai, hein. Bon, je dis pas qu'elle a... Bon, alors comment tu réagis à ça? Je réagis à ça de manière suivante. Je n'ai jamais connu une femme, jamais, dans mes amis ou les amis de mes amis, etc., qui m'ait donné le sentiment de me prendre pour un machiste. Jamais. Mais je te jure que le type qui a des maîtresses ou qui cavale les filles, il peut pas jouer ce rôle-là tellement il est odieux. C'est un excellent acteur, excellent comédien. Ah, tout le monde peut pas endurer. Ah, vous avez du talent, hein. Vous êtes quand même, écoutez, vous êtes quand même un grand charmeur. Quand même. Parce que même moi, qui ne vous aime pas profondément, je dois dire quand même que vous avez un charme et un don d'amuseur public extraordinaire. Mais non, mais c'est pas forcément... Bravo l'artiste. Oui, quand même, hein. D'ailleurs, Guy Bedos, je vous signale, disait, en parlant de Bernard Tapie, que même en prison, on aurait pu lui confier les clés pour faire les courses pour les copains. Oui, pour exprimer la fascination, justement. Il était copain avec tous ses camarades de jeu. Qu'il exerce sur tous. Vous étiez isolé? Non, c'est ce qui fait qu'il s'en tire, justement. Ah bah là, alors là, ça a dû être dur, hein. Soyons clairs, j'ai rien personnellement contre monsieur Bernard Tapie, qui ne m'a jamais rien fait et auquel je n'ai jamais rien fait. Donc j'ai rien contre vous personnellement. Bon, alors ça va. Je dis simplement que nous ne sommes pas sur la même planète. Mais vous êtes croyant? Ah bah oui. Alors on se retrouvera. Ah bah attendez, oui, là, je crois que c'est... Pourquoi vous êtes croyant, vous aussi? Moi, mais avant tout, je suis croyant. Mais parce que je suis pas obligé là, au moins, on a un point commun. Je suis pas obligé d'aller me montrer quand je vais à la messe le dimanche matin, mais je suis d'abord croyant. Oh bah là, je vois Jacques Dupuy-Dobby. Alors du coup, là, vous le regardez, attendri. Maintenant, vous allez finir à vie. Je vais devenir tapiste à partir de maintenant. Continuez, mon cher Bernard, parce que là, vous êtes en train de venir sur ma planète. Parce que vous pouvez éventuellement croire en Dieu, mais si vous avez la foi et que vous êtes une ordure, vous ne pouvez pas sortir de prison indemne. Vous sortez, vous êtes fracassé. Oui. Je pensais que c'était l'expérience de la prison. Voilà. Je l'affiche, je ne m'en cache pas. Non, si vous rentrez dans ma loge, il y a un Christ qui est là comme ça, je ne peux pas jouer si je... Voilà. Et je pensais que c'était l'expérience de la prison qui vous avait ramené à la foi. J'ai eu des parents qui n'étaient pas croyants et qui avaient l'intelligence d'accepter l'idée que leur fils ne pouvait pas avoir les mêmes croyances qu'eux. Vous êtes fondamentalement un grand anxieux. Et c'est ce qui explique tout votre parcours, vos airs bravaches, vos provocations permanentes, parce que dans le fond, vous êtes un brave type. Vous l'avez montré. On rêve. Brave type, bon, sympa. Et on a vu en vous direct avez quand même eu au cours de l'émission, vous avez quand même eu au cours de l'émission un certain nombre d'accents de vérité. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'un type comme vous, qui est un type pas mal, dans le fond, et qui croyait... Pourquoi est-ce que vous croyez toujours obligé d'en faire trop, d'en rajouter, et finalement, de créer votre propre rejet? Non, en fond, vous n'êtes pas très sûr de vous, quoi. C'est peut-être parce que je parle mal. Sûr de vous, finalement. Non, c'est parce que j'argumente mal. Oh, je suis mauvais je voulais réagir à la question que vous avez posée, c'est pourquoi vous dites pourquoi ce côté provocateur qui énerve et il donne des berges pour se faire battre. Vous êtes obligé dans votre système aujourd'hui, dans le système médiatique d'aujourd'hui, si vous n'essayez pas d'être un peu tranchant, d'être un peu provoquant, d'essayer d'attirer l'attention alors qu'a priori on ne vous écoute pas si vous êtes modéré. Si vous ne dites pas quelque chose d'hurlant, de machin, etc., de riband, il faut que vous soyez extrêmement provocateur, extrêmement tranchant si vous voulez avoir une chance d'être entendu quand vous êtes modéré. Unique, voilà. D'accord, unique. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.